Alors, je vais donc vous présenter les nouveautés dans la prise en charge pour chirurgie mineure chez l'ancien prématuré. C'est un diaporama, un topo que j'avais préparé pour la DARPEF de 2017. Donc, on va voir cette présentation, tout d'abord, l'ensemble des nouveautés. Alors, on va voir ce qui s'appelle les vraies nouveautés, données nouvelles concernant cette prise en charge périopératoire. On va voir ensuite que dans ces nouveautés, il y a des choses anciennes qu'on est en train de redécouvrir, qu'on utilise en pratique courante. Et puis, on va peut-être voir aussi des choses qui pourraient devenir dans le futur des nouveautés qui ne sont pas tout à fait admises par tout le monde, mais qui méritent qu'on s'y attarde un tout petit peu pour les discuter. Pour commencer dans les nouveautés, c'est toujours pareil, c'est la neurotoxicité des agents anesthésiques. Alors, vous le savez, que sur des modèles murins, donc essentiellement des rats et des souris, on a montré que l'administration des agents anesthésiques en période néonatale pouvait être associée à court terme à de la mortalité neuronale, et puis quand on a laissé grandir les animaux jusqu'à un âge adulte, on retrouvait des troubles, des anomalies de fonction cognitive chez ces animaux. Alors ça a fait suspecter les agents anesthésiques comme étant pourvoyeurs d'anomalies du développement des fonctions cognitives chez les rongeurs, et puis a fortiori, puisqu'on fait de la recherche chez l'être humain, chez l'être humain, ça pourrait être également le cas. Alors, on s'est lancé donc depuis plusieurs années sur des études rétrospectives, parce que forcément les études prospectives sont difficiles, et puis non éthiques dans ce cadre, et puis plusieurs études ont montré, dont celle-là, que l'administration d'agents anesthésiques entre 0 et 3 ans pouvait, à moyen terme, là c'est plus moyen long terme, puisque les enfants étaient anesthésiés entre 0 et 3 ans, et ils étaient évalués à peu près une dizaine d'années plus tard. Et on remarquait sur ces études, dont celle-là, que ces enfants avaient des anomalies de l'apprentissage, ceux qui recevaient de l'anesthésie. Alors ce qui est intéressant avec cette étude, c'est surtout le fait que, au-delà de cette statistique, il y avait également un effet dose-réponse. Donc plus on allait administrer de l'agent anesthésique dans le temps, et plus on obtenait des altérations des fonctions cognitives plus prononcées. Alors ça c'est très important de noter, puisque c'est un argument fort en faveur de cette neurotoxicité. Alors pour régler un peu le problème, on essaie d'y rajouter une étude qui a été publiée en 2016 dans le Lancet, qui a été initiée par les Australiens, c'est la GAZE trial chez des patients de moins de 60 semaines d'âge corrigé, où les auteurs ont randomisé deux groupes de patients, un groupe avec anesthésie loco-régionale versus un autre groupe avec de l'anesthésie générale sans morphinique. Et ils ont suivi ces patients. Alors, la durée de suivi initiale était prévue à 5 ans, et là, ils nous livrent des résultats à 2 ans. Et on montre qu'il n'y a pas de différence sur les fonctions cognitives. Alors, c'était correctement évalué par les psychologues avec les bons tests des fonctions cognitives. En tout cas, ils ne montraient pas de tendance qui se dégageait entre le groupe anesthésie générale, anesthésie loco-régionale pure. Ce qui laisse dire que des chirurgies de courte durée, a priori, n'entraînent pas des anomalies des fonctions cognitives. Il y a peu de risques de voir apparaître ces mêmes anomalies à 5 ans. En tout cas, ça cadre un peu avec ce que je vous montrais tout à l'heure, c'est l'effet temps-réponse. Donc des administrations de courte durée ont probablement peu de conséquences cognitives. Alors ça c'est le premier élément, la nouveauté un peu. Maintenant, au-delà de la toxicité des agents anesthésiques, toute cette problématique vient un peu nous rappeler que l'anesthésie, c'est pas uniquement des agents anesthésiques, ça peut être d'autres éléments qui peuvent également perturber les fonctions cognitives à long terme. Alors je vais vous montrer l'hypercapnie, l'hyponatrémie, la douleur, mais également l'hypotension périopératoire. Alors expérimentalement, vous voyez cette étude où ils ont administré 4 heures d'hypercapnie et 4 heures d'agent anesthésique. Ils ont essayé de comparer un peu les deux, et ils retrouvaient chez des modèles de rongeurs que ces 4 heures allaient d'une part entraîner de la mortalité neuronale, d'accord, dans les deux groupes, mais surtout quand on laissait grandir les animaux, on allait avoir des altérations de la fonction cognitive qui étaient à peu près semblables qu'on mette 4 heures d'hypercapnie ou qu'on mette 4 heures d'isoflurane.
Voilà, c'est pas pour dire que l'hypercapnie n'est pas bien, mais c'est pour dire attention à ne pas toujours incriminer les agents anesthésiques partout. Conséquence pour l'hyponatrémie néonatale, on sait que l'hyponatrémie néonatale va entraîner des anomalies du développement, et ces anomalies du développement vont avoir les mêmes conséquences que l'administration des agents anesthésiques, sauf que là, ça a été montré chez l'être humain. Et alors, parmi les choses qui entraînent des hyponatrémies, c'est le soluté qu'on administre pendant la période intraopératoire, qui, plus il est hypotonique, et plus va entraîner des hyponatrémies. On a montré dans le service qu'en fait, la composition optimale du soluté à perfuser aux enfants, avec lequel on remplissait les enfants, il devait idéalement contenir plus de 4 grammes par litre de NaCl. Dans le cas contraire, pour les quantités moindres de NaCl, de concentration moindre de NaCl, le soluté pouvait entraîner l'apparition d'hyponatrémie post-opératoire. Et la douleur, vous voyez sur cette étude que si on fait mal à des animaux, alors c'est un test à la formaline, c'est un modèle expérimental, on va induire de la mortalité neuronale qui paradoxalement va être prévenue par l'administration de kétamine, puisque vous voyez ici, quand on met douleur plus kétamine, on va baisser cette mortalité neuronale, alors même que la kétamine, vous le savez, est un produit anesthésique et il est neurotoxique, puisqu'on voit bien ici que la kétamine seule va entraîner par rapport au contrôle l'apparition de mortalité neuronale. Donc on va dire que la kétamine c'est un mal pour un bien, puisque la douleur est pourvoyeur de un fort potentiel de mort neuronale. Et puis la dernière chose, qui paraissait évidente, mais enfin qu'on est en train de montrer, c'est que l'hypotension également est un facteur de risque de détérioration des fonctions cognitives et de mortalité neuronale. Ça, on l'a montré cliniquement à Robert Debré et l'équipe lyonnaise également, que baisser la pression artérielle de plus de 20%, ou ce qui traduit par un chiffre, moins de 33 mm de mercure, moins de 6 mois, ou moins de 43 mm de mercure chez les plus de 6 mois, et bien entraîner des désaturations cérébrales en oxygène, donc des pertes d'autorégulation, et qui avait comme conséquence probablement de la mortalité neuronale, puisque l'hypoxie est un fort inducteur de mort neuronale. Donc de tout ça, c'est très important à considérer quand on prend en charge un patient, c'est l'ensemble des éléments qui à prendre en compte et pas uniquement l'administration. Alors, la tension artérielle, comment la maintenir en périopératoire? Il faut faire un petit retour dans le temps, qui date de 92 et qui essaie de voir quels sont les déterminants du débit cardiaque chez des nourrissons de 29 semaines d'aménorrhée qui ont 10 jours post-natal. Et les auteurs ont essayé d'abord de chercher la relation débit cardiaque et fréquence cardiaque, ensuite débit cardiaque et retour veineux. Et vous voyez que on a l'impression quand même qu'il y a une meilleure relation entre le retour veineux ou la précharge et le débit cardiaque, aussi bien en valeur absolue qu'en valeur relative, alors que la relation débit cardiaque, fréquence cardiaque est beaucoup moins apparente. Alors, tout ça, ça veut dire quoi? Tout ça, ça veut dire, en gros, qu'on considère toujours le débit cardiaque comme étant dépendant de la fréquence cardiaque. Et là, on voit à travers cette étude qui est ancienne, donc c'est un peu les vieilles études qu'on redécouvre, que en fait, le débit cardiaque est déterminé, comme chez l'adulte, par le retour veineux. Alors, faut-il continuer à administrer de l'atropine? Vous voyez, je vous ai représenté un cycle cardiaque, l'électrocardiogramme, le volume du ventricule gauche, la pression du ventricule gauche et la pression systémique avec une phase d'éjection et de remplissage rapide, lent. Et vous voyez que si on met de l'atropine, on va baisser cette phase de remplissage lent, et ce qui a comme conséquence de baisser le remplissage du ventricule gauche et donc de baisser le volume d'éjection systolique pour la prochaine systole. Ce qui fait que l'atropine, oui, elle augmente le débit cardiaque, mais elle l'augmente en augmentant la fréquence cardiaque, mais en baissant le volume d'éjection systolique, ce qui n'est pas forcément idéal.
contrario, si on prend la physiologie classique, qui nous dit que le débit cardiaque va être déterminé par la contractilité ventriculaire, ça c'est chez l'adulte, en pointillé, en plein, c'est le nouveau-né, et le retour veineux, c'est le deuxième déterminant du débit cardiaque. Vous voyez qu'une moyen simple d'augmenter le débit cardiaque, c'est d'augmenter le retour veineux, et c'est obtenu avec l'éphédrine, éphédrine pour lequel on a des études. Effectivement, comme vous le voyez, que l'administration d'éphédrine 0,1 ou 0,2 mg/kg a un effet d'augmentation de la pression artérielle moyenne, et une étude est en cours justement pour essayer de déterminer la dose optimale d'éphédrine à administrer chez les nourrissons de moins de 6 mois pour corriger la tension artérielle. On reste sur un schéma classique de 0,1 à 0,2 mg/kg pour augmenter le retour. Alors, on va revenir en 2017, et en 2017, toujours à peu près au même point sur le plan du monitorage. On monitore avec un électrocardiogramme, pression artérielle et saturation artérielle en oxygène. Et d'ailleurs, plus ils sont petits et fragiles, et plus on se cantonne à avoir ce monitorage. Donc la question, c'est est-ce qu'on ne peut pas un peu upgrader? Et vous savez tous, on a la spectroscopie proche de l'infrarouge qui permet de mesurer l'oxygénation cérébrale, tissulaire de manière générale, avec un contingent artériel qui représente 30% de cette valeur et veineux qui représente 70% de cette valeur, et qui s'interprète comme toute saturation veineuse, dépendant de la saturation artérielle, de la consommation tissulaire en oxygène, du débit tissulaire et de l'hémoglobine au niveau de ce tissu, au niveau du sang. Donc tout ça permet un monitorage multimodal. Certains au cours de l'arythmie diaphragmatique, qu'en fin d'intervention, on avait une baisse du retour veineux qui s'exprimait par une baisse de la saturation cérébrale en oxygène. On a montré qu'une baisse de la saturation cérébrale en oxygène, moins de 60%, était prédictive d'une réponse au remplissage, notamment sur la pression artérielle moyenne. Donc la saturation cérébrale en oxygène mesurée par l'IRS pourrait être intéressante pour la mesure ou pour le suivi de la volémie des patients qui sont ces patients qu'on opère par exemple des hernies inguinales. Et donc des auteurs dont nous se pose réellement la question, ne faut-il pas utiliser la saturation cérébrale en oxygène à titre quasi systématique chez ces... Dernière partie, c'est la partie concernant les apnées post-opératoires. Vous le savez, ça ne change pas. Moins de 60 semaines d'âge corrigé chez les prématurés, on considère qu'ils sont en risque d'apnée post-opératoire. Alors je vous rappelle que la dernière méta-analyse sur le sujet montre toujours la même chose. La loco-régionale diminue le risque d'apnée post-opératoire sans toutefois l'éliminer totalement. Et les techniques d'anesthésie loco-régionale, elles sont en général bien tolérées chez le nouveau-né, et on a rarement des échecs. Là, le facteur de risque majeur d'échec, c'est la présence de sang dans l'aiguille. Effectivement, une fois qu'on a du sang dans l'aiguille, on peut difficilement voir l'issue de LCR, ce qui complique un peu les choses. Montrer la gastraïole tout à l'heure, les auteurs en ont profité puisqu'ils ont randomisé des groupes de patients anesthésie loco-régionale versus anesthésie générale sans morphinique. Ils ont montré quoi? Ils ont montré qu'effectivement, quand on randomisait ces patients, on avait moins d'apnée post-opératoire précoce, mais par contre, on avait à peu près le même taux d'apnée post-opératoire en tardif, donc c'était moins important. Ce qui fait qu'on garde toujours le même concept de surveillance, à savoir que moins de 60 semaines d'âge corrigé, pour les moins de 46 semaines, on les surveille pendant 12 heures, alors que pour les plus de 46 semaines, de surveillance c'est de 6 heures, sauf s'ils ont un facteur de risque à ce moment-là, on passe. Et puis, il y a l'autre solution, c'est ce qu'on essaie de faire à Robert Debré, c'est d'essayer de retarder un peu l'intervention. Ça, c'est un protocole qu'on écrit avec les chirurgiens, dans la mesure où on sait que si on dépasse les 60 semaines d'âge corrigé, chez des patients qui a priori sont dans un cadre normal, on peut même les faire en ambulatoire si leur état de santé le permet. Donc c'est une option également pour essayer d'éliminer toute cette partie surveillance post-opératoire, etc. Pour résumer un peu la situation, aujourd'hui on sait que les anesthésies de courte durée ont peu de chances d'entraîner
des altérations des fonctions cognitives, que cette anesthésie doit être attentive à tous les éléments. Je vous l'ai montré, la douleur c'est très important à prendre en charge, la pression, l'hémodynamique systémique, prendre en charge la température, l'hyponatrémie, etc., la perfusion, donc tous ces éléments-là, ça en prendre en compte. Fragilité, vulnérabilité de ces patients aux agressions, donc il faut un monitorage adapté. Et puis la surveillance post-opératoire reste un élément crucial dans la prise en charge périopératoire. Je vous remercie de votre écoute.